Daniel Riolo, bonsoir. Vous êtes le 15e Salut, invité. Vous êtes le 15e invité de Vivons nos rêves. Comment allez-vous? salut, merci, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Aujourd'hui avec nous, on a aussi Valentin Lablé, qui est notre conseiller foot aujourd'hui, kiné à Launaguet, à côté de Toulouse, au cabinet des Palanques. Valentin, ça va? Oui, nickel. Bonsoir à tous. Merci de me recevoir également. Daniel, on va commencer. Donc, le projet Vivons nos rêves, c'est un projet qui fonctionne très bien actuellement sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette idée de rassembler un petit peu le milieu amateur, professionnel du tennis, ainsi que des personnalités, comme ça, par des questions générales et des questions d'enfants? Bah, ça, je te le dirai à la fin. Ouais. À la fin, je te dirai si ça m'a plu, si j'étais content. Là, je peux pas trop en parler, je sais pas trop ce que vous allez me demander. A priori, ça a l'air plutôt sympa. Moi, tu sais, tant que je parle tennis, ça me sort un peu du foot, ça me fait plaisir. Bon, Daniel, donc on va voir, on va te poser pas mal de questions de tennis. On va essayer Mm. de développer un petit peu ce sujet avec toi. Daniel, toi, tu es journaliste, auteur, éditorialiste. Tu cartonnes actuellement et depuis 15 ans dans l'after-foot de 21h à minuit avec Gilbert Bribois et Jérôme Roten. Mm. Ouais. Le RMC Poker Show chaque dimanche de minuit à 1h avec Moundir. Tu es consultant également sur les chaînes du groupe RMC Sport. Ton livre Cher Football Français est sorti en septembre dernier et il cartonne actuellement. Toi aussi, tu l'as, Valentin, j'ai vu. Super. Mais tu es aussi, Daniel, un grand passionné de tennis et c'est pour ça qu'on t'a invité ce soir. Tu es actuellement classé 15-4, tu as été 15-3, tu as été 15-3 Il en me manque 5 2018. points, il me manque 5 points pour être à nouveau 15-3, hein. Ah, déjà? Ouais, sans le confinement, je pense que j'y serais déjà. Et objectif 15-2 fin de saison, si on peut reprendre les tournois, bien sûr. Ah ouais, t'as bien carburé là parce qu'il n'y a pas beaucoup de tournois en plein confinement. T'as dû faire des matchs en championnat ou je sais pas. Non, en septembre, là, il y a une période où on a pu rejouer un petit peu. Ouais. C'était ouais, fin août, début septembre, je crois. J'ai dû refaire un ou deux tournois. Ouais. Mhm. Bon, Voilà. est-ce que tu peux nous décrire un peu ton jeu, toi? C'est quoi tes points forts, tes points faibles, les points forts, points faibles de Daniel Riolo au tennis là, si on a l'occasion de se croiser un jour, qu'on sache un petit peu quoi faire contre toi là. Je sais surtout parler de mes points faibles parce que je les identifie très facilement. Les points forts, j'ai de bonnes jambes, je pense un bon coup droit et j'ai pas mal bossé sur mon revers. Ouais. Le coup droit, on va dire, c'est ce que généralement me disent les mecs contre qui je joue, plutôt pas mal. Et point faible, ça, c'est plus significatif chez moi. Je pense que pour gagner un, voire deux niveaux, il faudra que je me mette en tête qu'il y a une zone du terrain qui existe, c'est celle vers le filet, derrière, enfin, le jeu dans les carrés de service, ça pourrait m'aider. Si je voulais bien avancer un petit peu dans le terrain, ce serait pas mal. Ouais. Et puis mentalement, je suis pas très très costaud. Je complexe pas mal sur mon jeu. Je fais pas mal de complexes d'infériorité quand je suis face à un mec plus fort. C'est vrai que j'ai des jambes qui me permettent de courir énormément, mais ça veut normalement les mecs qui se battent énormément, on dit qu'ils ont un gros mental, mais non, c'est pas le physique et le mental, c'est pas du tout la même histoire. Donc je suis capable de beaucoup courir, de beaucoup me battre, Ouais. mais je suis également capable de craquer au moment où il faut pas craquer. Alors moi, je peux faire que je suis mené 4-1, 5-2 et je peux recoller sans problème à 5-5, mais je vais perdre 7-5. Et c'est ça, Ça, c'est ça la ça, c'est un grand particularité du classique chez tennis en moi, ça. fait, hein. Au tennis, tu peux voilà, être mené 4-1, 5-0, 5-2, et puis jouer totalement libéré pour revenir au score. Et puis au Voilà. final, bah, derrière, il y a la petite pression qui revient, et puis bah, là, c'est un petit peu plus compliqué de gagner des points importants en fait, Et hein. ça, c'est le match classique chez moi, c'est très fréquent. Voilà. J'ai encore fait le match que j'ai encore fait hier, par exemple. Ouais. Bon, Ouais, ouais. tu joues régulièrement avec Jérôme Roten, comme le disait Valentin. Tu joues avec Un petit Jérôme, moment qui est classé. d'ailleurs. Je crois qu'il a un petit peu peur parce qu'il sent qu'il est nettement en dessous maintenant. Donc quand Ouais. c'est comme ça, après quand il se fait ses séances physiques où il bosse comme un taré chez lui là, sur son matos de compète et qu'il retrouve un niveau de sportif pro physique, là il me dit comme par hasard, tiens vas-y on va rejouer. Et là, c'est impossible de le déborder. Je rentre à la maison avec un bras boursouflé tellement je cogne dans tous les sens et qu'il ramène tout. Donc là, en ce moment, il m'évite, ça veut dire qu'il doit pas être en grande forme. Là, c'est sûr, s'il t'évite, c'est la raison, hein. D'ailleurs, si tu veux faire une préparation physique, on va te préparer et Jérôme Bretagne, il n'existera pas sur le terrain après, hein. Ouais, ouais, mais j'ai quand même 10 ans de plus que lui, ça compte, hein. Ouais. Oui, c'est un ancien athlète de haut niveau, équipe de France et tout, donc il n'a pas de Ouais, mérite, quoi. ça change tout quand il est au top physiquement. Avec un physique comme ça, je pense qu'il doit jouer deux niveaux au-dessus de son niveau de tennis, quoi.
Il y a une sacrée équipe à RMC, dis donc, avec Eric Saillot, Sarah Pitkowski. Il y a un sacré niveau sur l'équipe d'RMC. Là, Eric Saillot qui est 15-2. Les meilleurs sont. Salio, il est encore 15-2, Salio? Oh, je crois, ouais. Ouais, jamais de la vie, jamais de la vie, jamais Jamais de de la la vie, vie. ça 15-2 ou 15-3. m'étonnerait. Ouais. Non, on a notre producteur Jérôme Thomas qui doit être 5, ouais, 4 même, il doit être 4-6, qui a un très bon niveau. Et on a surtout Stephen Brun, qui est consultant basket, mais qu'on retrouve également dans le Super Moscato Show, qui a un pote. Et lui a repris le tennis récemment, mais il jouait quand il était gamin en horaire aménagé. Enfin, il avait le choix entre les deux sports, tennis et basket. Et lui, il est 3-6 maintenant. Et je pense qu'il peut même jouer au-dessus. Et il est assez extraordinaire. Vraiment très, très, très bon niveau. Donc, on est beaucoup. Et c'est une vraie. C'est une sorte de sport, pas de sport caché, le tennis, mais on est énormément à y jouer et à être passionné, alors que de prime abord, c'est pas notre sport, on n'en parle pas. C'est pour ça qu'on était super content récemment d'avoir Gilles Simon dans l'émission, parce que ça nous donnait l'occasion de recevoir un joueur de tennis. Et comme même une émission comme l'After, qui a une référence en matière de foot, on a notre producteur qui joue depuis qu'il est môme, on a Jérôme Bretagne qui adore ça, moi qui joue quasiment tous les jours. Donc on est très très tennis, quoi. Et tu sais qu'au tennis, il y a des championnats par équipe qui s'appellent les corpos. Hein. Vous pouvez faire une sacrée équipe à RMC là, avec les noms que tu viens de citer. Là. Je savais même pas qu'il y avait ça. Ouais, ça marche très bien hein, sur les différentes régions. Et il y a une équipe voilà, des équipes qui peuvent s'inscrire comme ça hein, avec leur boîte. Et, voilà, donc c'est une idée, pourquoi pas, dans quelques. On va se porter là-dessus, parce qu'effectivement, on peut faire, à 4 en tout cas, on peut faire une sacrée équipe. Bon, on va parler un petit peu Roland Garros. Comment tu as vécu l'édition 2020, toi? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as pensé de cette édition? En dehors de la popularité, du pas de public et du décalage temporel en septembre, pas si mal. Il y a eu quelques bons matchs. Ouais. Édition, on va dire, moyenne plus. J'ai quasiment tout vu. Dans les grands chelems, je rate pas beaucoup de matchs. Mais ouais, pas mal. Ouais, c'est assez intéressant. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du niveau général du tennis français actuellement? Là, en ce moment, il est quasi en voie de disparition là, parce que je vois pas grand monde pour briller. Je vois pas de jeunes qui sont là pour la relève de nos 4 meilleurs joueurs qu'on a eu pendant 10 ans. Eux sont en train de quitter la scène, tout doucement. Je sais pas si vous avez des noms à me proposer, mais je vois pas grand monde là. Un garçon comme Hugo Humbert, par exemple, qui a fait un très bon tournoi. Ouais, c'est pas mal, je l'aime bien. Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Ouais. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Bercy, il a été bien. Il a fait un bon Bercy. Ouais, très bien. En plus, lui, on l'attendait pas trop. Non. Donc c'est une belle surprise. Ouais, a priori, ça doit être lui là, en ce moment le meilleur. Hein. Je vois pas de meilleur Français que lui. Hein. Et ben, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il est numéro 30 mondial. Donc il fait partie effectivement des meilleurs Français. Bon, derrière Gaël Monfils, mais qui a arrêté depuis un certain temps maintenant pour se consacrer aux réseaux sociaux un petit peu plus sur Twitch actuellement que dans le tennis. On espère le revoir sur un terrain, Gaël d'ailleurs, bientôt. Gasquet, Tsonga, Monfils, Pouille ont été plutôt blessés, plus ou moins blessés hein, sur les dernières semaines, les derniers mois. Ouais, ils n'ont pas eu envie. Est-ce que tu penses que l'un de ces 4 joueurs-là peut revenir en 2021 au plus haut niveau? Non, par à coup éventuellement sur des tournois comme ça, mais de façon régulière, je crois pas. Pouille, il a complètement disparu. Je pense que son idée de changer de coach quand il a lâché Planck était une grosse erreur. Exactement. Et derrière, il a rien fait de bon, quoi. Donc là, je ne vois pas. Emmanuel Planck avec Fiona Ferro, il fait un travail incroyable. Ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait la petite pendant Roland Garros. Et s'ils continuent à bosser ensemble comme ça, je pense qu'il va l'emmener encore un peu plus haut. Ouais. C'est possible, ouais. Donc voilà, on espère revoir en tout cas Lucas Pouille, qui est encore jeune, hein, Lucas Pouille. On a l'impression qu'il a depuis des années, mais il a 25 ans, 26 ans. Ouais, mais ok, il faut qu'il en ait envie, quoi. J'ai l'impression parfois qu'il n'a pas envie. Hein. Ouais. Lucas Pouille, il sera notre invité lundi prochain. Il sera avec nous. Ouais, écoute, on lui demanderait s'il a vraiment encore envie de se faire mal pour aller dans le top 10.
On a connu, Daniel, là, un plateau rêvé depuis quelques années avec les Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Wawrinka. Quel joueur de la nouvelle génération a plus le profil pour toi d'un futur numéro 1 mondial? Lequel tu verrais le plus se développer dans les prochaines années? En team, je pense. Ouais. En numéro 1, team. Après, les autres, faut voir Tsitsipas, il est assez complet aussi. Les trois, j'aime bien les trois, là. Team Tsitsipas, Medvedev. Je pense que là, on a la relève des trois qui bientôt arrêteront. On ne sait pas quand. Mais c'est pas mal ce qui arrive. C'est pas mal. Il y a des bons joueurs. En tout cas, moi, les trois là, je les aime beaucoup. Peut-être Tim est un peu plus âgé que les deux autres. C'est peut-être lui, dans un avenir proche, le futur numéro 1. Ouais. On a des Shapovalov, on a aussi des Sinner aussi Ouais. qui sont en train de vraiment bien Ah oui, là. écoute, alors à plus long terme, c'est lui le numéro 1. Sinner, C'est Sinner. ouais. C'est lui je le vois très bien. Ouais. Est-ce que finalement, le seul petit problème qu'on pourrait donner à la génération Gasquet Tsonga, ça serait pas justement d'être tombé sur ce Big Four là, de Nadal, Federer, qui était intouchable pendant des années sur les tournois du Grand Chelem? Et est-ce que finalement, la partie est pas plus ou moins homogène désormais avec la nouvelle génération où tout le monde, on a l'impression peut battre tout le monde, puisque Hugo Humbert a déjà battu Medvedev 2 fois. Est-ce que voilà, cette génération-là n'est pas tombée au mauvais moment finalement? Moi, je pense que ça, c'est l'excuse qui arrange bien le tennis français depuis des années. Je crois pas à ça. Même s'ils ont gagné 90% des grands chelems, les mecs que tu as cités, il y a quand même eu un moment de la place sur les maintenant 15 dernières années pour que 2-3 mecs réussissent à en gagner des grands chelems. Donc je pense que si tu avais réellement bossé autant, alors je sais que Gilles Simon déteste ça, il dit vous n'êtes pas à l'entraînement pour voir si on bosse assez. Je pense qu'un mec comme Gaël Monfils, c'est une surprise pour personne. On le sait, qu'il n'a jamais fait le max de ce qu'il pouvait faire. Il n'en a pas eu envie. Il n'y a pas à le blâmer pour ça. Le tennis, c'est pas individuel. Chacun gère sa vie. S'il n'a pas eu envie d'en faire plus, ça le regarde. Et il Gasquet. Les autres, je ne sais pas s'ils avaient. Son gars aussi, il avait des capacités. Je veux dire, le mec, en 2008, il fait une finale de Grand Chelem. Dans la foulée, pourquoi il n'en a pas refait? Il a fait des bons résultats. C'est des mecs qui ont été top 10. Je pense qu'ils auraient pu gratter là où Wawrinka a gratté quelque chose, là où Del Potro ou Marin Cilic, enfin ceux qui ont réussi à gagner des grands chelems au milieu de la bande des trois. Même, et Andy Murray, finalement, il a foutu son corps en l'air, mais il a réussi. Ah, mais il a gagné des grands chelems, Andy Murray. Il a réussi à faire une carrière. Je pense qu'il s'est foutu en l'air pour y arriver, au point que peut-être bientôt il aura du mal à marcher tellement il a usé de son physique. Ça n'empêche qu'il a réussi. Donc, moi, je pense que c'est une excuse commode là, qu'à chaque fois qu'on pose la question, les joueurs français, ah oui, ils sont tombés sur les trois qui en 15 ans ont tout gagné. Ouais, d'accord. Au début, donc c'était les deux. Puis après, Djoko, il est bien arrivé. En gros, pourquoi? Alors, on va dire que tu as un mec qui est hors du commun, le premier à débarquer, Federer. Dans la foulée, il a Nadal. Non, Nadal, il gagnera jamais ailleurs que sur herbe, que sur terre. Il fera jamais rien et tout. Bim, 3 ans après son premier Roland, il gagne à Wim. Mais non, mais il pourra pas gagner, il pourra pas le regagner et tout. Bim, il en a fait un deuxième. Mais non, à New York, machin. Bim, il a gagné. Bon, voilà. Donc, ok. Donc, on a un deuxième immense. Bon, très bien. Donc, 2, ça suffit. Puis Djoko arrive, 2009-2010. Et puis lui aussi se met à gagner beaucoup. Voilà. Bon, s'il y a eu de la place pour 1, pour 2, pour 3, pourquoi il y aurait pas pu avoir la place pour un mec à nous? Qui a déterminé que c'était ces trois-là, ok, on le sait qu'ils sont hors du commun et qu'il y a eu une émulation entre eux, machin, mais si t'en as un, tu vois, si t'en as un qui est genre, je sais pas, un extraterrestre, et donc après t'en as eu un deuxième, t'en as eu un troisième, je pense qu'à un moment il y avait peut-être un petit peu de place pour faire mieux, mais est-ce qu'ils ont vraiment voulu faire mieux? Ça, c'est à eux qu'il faut demander, c'est eux que ça regarde. Avant de parler un petit peu de foot avec Valentin, je vais faire un lien très rapide, puisque effectivement le tennis c'est un sport individuel, mais il devient collectif quand on parle de Coupe Davis, puisqu'effectivement nous aussi, toi Daniel, je pense que tu as été un joueur de championnat, tu as certainement joué des matchs de championnat par équipe. Voilà, moi c'est ce que j'aime dans le tennis aussi, c'est cette partie championnat, match à jouer avec les copains. Je fais un petit rapport pour savoir ce que tu penses de la réforme de la Coupe Davis, en faisant un petit lien avec Gérard Piquet, le groupe Cosmos. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette nouvelle réforme où nous, on était passionnés d'aller voir les matchs à domicile avec cette ambiance incroyable qu'on ne retrouvait pas à Roland-Garros ni dans les autres tournois? Et voilà, qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça? Est-ce qu'on a détruit la Coupe Davis en faisant ça?
Ah, ça, c'est le sujet. J'aimerais avoir les idées complètement claires sur ce thème-là. Alors, moi, en plus, la Coupe Davis, non seulement je l'ai vue, je l'ai commentée, j'ai vu de très près, moi, les campagnes dont tu parles, avec les salles pleines, le public, machin. Ouais. Sauf que c'est indéniable que c'était fini, tout ça. Et malheureusement, on peut pas me faire croire que c'était pas en train de se terminer. La dernière que les Français gagnent, moi je veux bien qu'on se la raconte, champion du monde, machin et tout, mais qu'on arrête de raconter des conneries. On avait joué le 70e joueur mondial, enfin c'était les Belges, donc en finale, ok, Pouille il apporte le point décisif contre qui il jouait, quoi. Donc ok, la salle était pleine, bon bah le public était ravi, mais franchement moi on m'a pas fait croire que j'étais en train de regarder un match hors du commun. Donc, si c'est pour ressortir Lyon 91, Malmö 96, ouais, ok, ou même Melbourne 2001, très bien, on les a tous en tête, ces souvenirs-là. Mais ça n'empêche que ça n'existait plus. À partir du moment où les mecs voulaient plus la jouer, c'était dur. Nadal l'a joué juste le temps qu'il a voulu pour en gagner une ou deux. Djoko, pareil, il l'a fait le temps de gagner. Federer, quand il a gagné à Lille. Après, le problème, c'est que c'était dur de concerner tout le monde. Donc, moi, la réforme, j'ai pas dit non tout de suite. J'ai pas dit non, c'est horrible, on a tué la Coupe Davis. Est-ce que la Coupe Davis, elle s'est pas tuée toute seule? Je sais pas trop quoi en dire. J'ai envie de voir. Moi, la première formule là, de la Coupe Davis là qu'on a vue, c'était l'année dernière d'ailleurs. C'était en décembre l'année dernière. J'avais pas trouvé ça complètement nul. Au début, c'était un peu vide dans les tribunes et tout ça, mais plus ça allait, plus je trouvais qu'il y avait du monde et plus. Alors après, c'est vrai, les Français en sport, mais pas qu'en tennis, ils se déplacent pas trop. Même quand la France joue un euro à l'étranger, il n'y a pas beaucoup de Français qui vont. On dit toujours qu'il y a plus de Hollandais, qu'il y a plus d'Allemands, qu'il y a plus d'Anglais. Donc là, de la même façon, dans les stades neutres, là où on jouera la finale de la Coupe Davis avec cette nouvelle formule, il y aura peut-être moins de Français. Mais il n'empêche que sur certains matchs que j'ai vus, il y avait des supporters des deux pays qui étaient rassemblés sur une semaine et sur les 3 derniers jours. Franchement, il y avait une ambiance qui était plutôt pas mal. J'ai vu des matchs super intéressants. Moi, j'ai trouvé ça bien. Alors, on pourra certainement regretter l'ancienne formule, mais l'ancienne formule, ça faisait quelques années qu'elle valait plus grand-chose, quoi. La vérité, c'est ça. Hein. La dernière qu'on a eue, je sais pas. En tout cas, pour nous Français, c'est celle qu'on perd contre les Suisses. Ouais. Ok, ouais. Là, voilà, c'était bien. Bon, même si on n'a pas beaucoup existé, mais là, c'était un peu. De quoi, pardon? Contre les Croates, en finale, c'est pas? Non, je parlais de celle contre Federer et Wawrinka. 2014. Ouais. C'est celle qui est à Lille, là. Là, c'est un peu encore grosse ambiance et tout. Il y a eu la Belgique et il y a eu la Croatie. Les trois ont eu lieu à Lille. Et c'est vrai, pour revenir un petit peu par rapport à ce que tu disais on a l'impression qu'il n'y avait que nous qui étions concernés. Les Français, ils un peu toujours à fond, malgré les histoires tout le temps. Mais parce que, est-ce que cette génération, Tsonga, Pouille, justement, Gasquet, mon fils, le fait de ne pas avoir gagné de Grand Chelem, est-ce que c'était pas une façon de marquer aussi un petit peu l'histoire du tennis en remportant un titre majeur collectif, puisque les autres générations, Forget, Lecomte l'avaient fait, et puis effectivement, c'était les seuls à ne pas l'avoir fait à l'heure actuelle. Donc peut-être que c'est. Ouais, mais ils l'ont raté. Enfin, c'est pas faute de s'être employé pour le faire. En 2010. Il cague un peu le dernier match là contre les Serbes là où Djoko gagne un peu tout seul. Ouais. Et le dernier match, je sais pas si Forget a fait le bon choix en mettant Liodra. Mine de rien, ils sont retournés en finale 4 ans après. Bon là, à partir du moment où Federer et Wawrinka avaient décidé de jouer, on n'a pas existé. Ils ont essayé quand même. Ils ont essayé. À chaque fois, il y a eu 1000 histoires, il y a eu 1000 embrouilles entre le capitaine, entre les joueurs, mais au final, ils ont quand même essayé. Ils ont quand même essayé de la gagner, mais on a l'impression que c'est un peu à l'image de leur carrière en solo. Au moment de terminer, ils n'ont pas pu finir. Ok, on va parler un petit peu foot avec toi, Valentin, du coup, quelques questions de football, et puis après on passera aux questions des enfants, Daniel. Ouais, juste un petit peu de foot, Daniel. Donc par rapport à ton livre, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire quelques petits mots au niveau de ton livre? Est-ce que tu es content déjà globalement de toute l'émulation qu'il y a autour de ton livre, de ton dernier livre qui vient de sortir? Oui, non, je suis très content. Je suis très content que ça marche, effectivement. Après,
il se trouve que enfin, je sais pas si c'est de la chance, hein, mais il se trouve que au moment où on sort le livre, c'est marrant d'ailleurs, hein, parce que quand je l'ai terminé au mois de juin, euh, la saison s'était arrêtée et je m'étais dit, ouais, est-ce qu'il faut vraiment que je le sorte le livre, parce que vu tout ce qui s'est passé, euh, si le football s'arrête partout, aller dire que nos dirigeants sont pas bons, que notre foot a un problème. Au vu du contexte global, ça fait un peu le mec qui tire sur une ambulance. Et puis, première étape, je vois tous les autres pays qui reprennent et nous, non. Je me dis, bon, on est vraiment à côté de la plaque, encore une fois. Bon, bah, finalement, ce que je dis dans le livre, ça se tient. Très tu as raison. Voilà. Comme toujours. Après, je vois que il commence à y avoir embrouille autour des droits. Bon, je me dis, comme j'en parle beaucoup dans le livre et je dis que je sens pas du tout l'histoire et que ça va mal finir, je me dis que c'est en train presque de s'accélérer. Donc, je dis, bon, bah, le livre trouve encore une justification. Et puis, au mois d'août, il y a 2 clubs qui vont en demi-finale de la Ligue des Champions. Je dis, ah, putain, merde, dans le livre, tu dis que nos clubs ont du mal et tout. Puis là, je me suis posé, je dis, attends, oh, c'est la première fois de l'histoire enfin, depuis 95, le PSG n'était pas allé en demi-finale de la Ligue des Champions. 2 clubs en demi, c'est un truc unique. C'est bon, c'est pas un épiphénomène qui va te donner tort. Donc on dit bon allez, c'est bon, calme-toi. Mais tu sais, le confinement avec tout ce qui s'est passé, ça a quand même jeté le trouble, hein. Ça a perturbé beaucoup de gens et moi le premier. Puis après, bon, bah, t'as eu la rentrée. On a fait un calendrier où on est les seuls à l'avoir fait, complètement pourri, qui a fait reprendre notre championnat trop tôt par rapport aux autres. On a commencé la Coupe d'Europe. On a été encore plus bidon qu'on l'a jamais été. Les droits du foot, ça s'est écroulé. Et là, bah, écoute, à un moment, je me suis dit, bon, je crois que le football français a décidé de faire la promo de mon livre sans que j'ai besoin de me déplacer. Donc, c'est le moment. Et voilà. Bah, c'est le moment, mais j'ai vraiment rien fait pour que ce soit à ce point le moment. Mais finalement, comme quoi, je dois pas dire que des bêtises dedans, quoi. La preuve. Voilà. Ouais. Du coup, tu es souvent taxé de donneur de leçons, de grande gueule. Ouais, j'exagère. Non, j'exagère. Moi, ce qu'on me dit, c'est que j'exagère. C'est vrai que j'ai. Oui, mais la preuve, j'exagère beaucoup, hein. Vraiment, là, nos résultats en Coupe d'Europe cette année, pire que ça n'a jamais été, c'est sûr, ça, j'ai exagéré, là. Avec l'OM en tête de gondole. Voilà. Oh là là. Ouais. Ouais, un beau fiasco. Ouais. En parlant de fiasco, le naufrage Mediapro, est-ce que tu es optimiste ou pessimiste concernant l'avenir des clubs français? De toute façon, qu'une solution soit trouvée, je pense que oui. Je pense que Canal va finir par Canal la solution. Mais le problème, c'est que ça va être la moitié au niveau oseille, que les clubs avaient prévu que ce soit beaucoup plus. Alors, je dis pas qu'ils ont tout dépensé, mais comme il va falloir rembourser des prêts qui ont été consentis déjà depuis pas mal de mois, plus un argent qui va rentrer et qui sera pas aussi important que prévu, je suis pessimiste de toute façon, même s'il y avait eu l'argent, hein, si on changeait pas beaucoup de choses dans nos clubs. Je suis convaincu depuis longtemps que c'est pas que l'argent qui a déterminé nos piètres résultats. Donc là, je me dis qu'ils vont pas être complètement ruinés, mais il y a beaucoup de clubs qui vont vraiment être en galère. Parce que si déjà avec des moyens, on n'y arrivait pas, si tu as moins de moyens, je sais pas comment tu vas faire. Donc, se réinventer. Mais est-ce que le foot français peut se réinventer? Je crois pas qu'il est prêt à se réinventer. En fait, pour se réinventer, il faudrait que d'autres clubs en Europe souffrent et ne puissent pas acheter nos joueurs. Ce qui fait que tu sois obligé de les garder et que peut-être, si tu les gardes, les mecs décident de s'inclure dans des projets collectifs et fassent progresser nos clubs. Parce que là, les gars, de toute façon, ils jouent en pensant immédiatement à s'en aller. Donc, ils sont pas motivés par le fait de rester en Ligue 1. Si les mecs voient qu'il n'y a pas de débouché ailleurs, ou en tout cas qu'il y en a moins, bah, peut-être que nos clubs ne seront pas dans une logique uniquement de vente, mais peut-être qu'ils se diront, bah, les mecs, on les a sous la main, on va essayer de les faire jouer correctement, quoi. Voilà. Le Brexit, par exemple, va peut-être aider, où les clubs anglais vont plus foutre 20-25 millions pour des embauches. Sur des joueurs moyens. Voilà. Exactement. Donc peut-être, effectivement, ça peut être. Le problème des autres pourrait nous aider.
Voilà, c'est ça. Mais on ne va pas régler nous-mêmes nos problèmes. C'est les autres qui vont régler nos problèmes, quoi. Voilà. Après, il faudrait qu'il y ait une autre façon de voir le jeu et tout. Mais pourquoi pas ça? Il commence à y avoir les entraîneurs qui arrivent maintenant sont quand même un peu différents que ceux qu'on a eu pendant 10-15 ans. Je trouve que la saison qui est en cours est plutôt pas mal. Certes, nos résultats en Coupe d'Europe ont été catastrophiques, mais Lille est encore dedans, Paris aussi. Lyon a dans son effectif là de quoi ne pas être ridicule en Coupe d'Europe l'année prochaine aussi, quoi. Mais bon, c'est très dur de prévoir avec nos clubs. C'est très dur de prévoir ce qui se passe quand ils arrivent en Coupe d'Europe. On est toujours déçus après, donc je vais éviter d'envisager le mieux. D'une façon générale, est-ce que tu penses que le monde du foot sera définitivement changé par la crise du Covid, ou est-ce qu'il y a un retour à la vie d'avant qui peut être envisagé, des stades pleins et tout en fusion? Non, mais ça, oui, ça va revenir, bien sûr. Après, est-ce que moi, je pense que l'évolution, de toute façon, elle est plus vers de nouvelles formules de championnat ou de Coupe d'Europe. Je pense que les clubs je pense que les clubs sont tous d'accord pour, au minimum, reformater la Ligue des Champions. Reformater la Ligue des Champions, ça va dire plus de matchs, plus d'équipes concernées, et donc des clubs qui, quand ils y seront peut-être un petit peu moins concernés par le championnat domestique. Donc je pense que l'évolution, elle va venir de là. Du coup, Ligue des Champions, un petit mot sur le tirage Barça-PSG, un de plus, un petit prono. Qu'est-ce que t'en penses? Ça reste quand même une équipe où il y a des bons joueurs. Tiens, une équipe où tu vas pouvoir aligner devant Griezmann, Messi, Coutinho, au milieu De Jong. Ça peut pas. Moi, je veux bien que l'équipe ne tourne pas du tout, mais ne pas s'en méfier, ça c'est une grosse erreur. Je veux dire, un PSG très fort. Ça me ramène à l'interview que Buffon a donnée dans l'équipe ce matin. Quand il dit, quand il était au PSG, il sentait que l'équipe était super forte. Et il disait, moi cette année-là, je pensais qu'on pouvait aller au bout. Puis en huitième de finale, on a fait un match absolument énorme à Manchester. Et le match retour, on a complètement déconné, on a mal appréhendé la rencontre et on s'est fait claquer par 9 gamins et 2 joueurs pros. Donc, est-ce que Verratti, tu penses qu'il pourra jouer plus de 60 minutes? Je pense que ça va être de plus en plus compliqué. Je pense que tu devrais, si tu devrais, on va voir si tu peux le préparer physiquement, non? Ouais, ça dépend s'il a un Morito à la main ou pas. Je pense que c'est de plus en plus dur. Ça se voit, hein, le mec, 2 matchs par semaine, il peut plus. Hein. C'est compliqué. À 28 ans, c'est compliqué. Hein. Bah, il se gâche. Hein. C'est lui qui s'est gâché. Hein. Ok, c'était la petite sur Verratti, car je sais que c'est un de tes joueurs préférés depuis moi, je l'aime beaucoup. C'est lui qui est pas assez régulier. Mais c'est ton hygiène de vie. C'est quoi? C'est une sorte. Au tennis, ce serait Gasquet à peu près, quoi, non? Ouais, c'est à peu près ça. C'est un truc comme ça, non? C'est un peu le même rythme de vie, un peu les mêmes. On peut comparer Gasquet et Verratti, c'est un peu la même chose, c'est sûr. Au niveau, ça pourrait se comparer. Question, Valentin, je crois. Ouais, dernière petite question par rapport aux gens qui suivent l'after. Concernant ton avenir, tu as vraiment prévu de partir avec la mallette du Qatar après 2022 ou tu vas rester à RMC? Parce que moi, je ne sais toujours pas si tu restes ou tu pars. Je sais pas, ça dépend de Gilbert. Ça dépend de Gilbert. Mais a priori, on va rester quand même. Ouais, parce que je ne vois pas qui pourrait te succéder en tête de gondole, quoi. Bon, Rotten, il essaye de gratter, mais bon, au niveau de l'after, il est derrière. Il est comme au tennis. Il te court après. Voilà. C'est bon pour moi pour les questions foot. Je te remercie infiniment, Daniel. Merci beaucoup. Merci. On va passer aux questions des enfants, Daniel. Donc, des questions que j'ai reçues. Première question, d'où est née ta passion pour le tennis? Comment quoi? D'où est née ta passion pour le tennis? D'où t'as commencé, de Roland Garros à la télé. Le premier, ça doit être 78 où je comprends pas les règles. Après, la première vraie finale que je vois, ça doit être Borg-Lendl en 81. Je suis pas encore complètement dingue parce que je trouve que ça dure très longtemps. Et puis après, je commence à jouer, mais j'ai pas joué en club. Moi, j'ai pas eu de prof et tout, j'ai appris tout seul. Donc, en fait, je jouais soit dans la rue en traçant des lignes avec de la craie et en mettant des tabourets et le balai de ma mère pour faire le filet. J'ai commencé avec les raquettes noires en plastique et la balle en mousse jaune.
Je ne sais pas si ça existe encore. Si, dans les grands Après, j'ai dû acheter ma première raquette vers 12-13 ans. Je pense que ça devait être, je sais pas, c'est possible Adidas? Non, Adidas, je sais pas s'il y a des raquettes. Non, Adidas, non. Tu avais beaucoup de Dunlop Yonex. Non. Ah non, mais non, je suis con. Bien sûr que non. La première, celle en bois, c'est une donnée. Bien sûr, j'ai eu la donnée en bois. Évidemment que je l'ai eu celle-là. Donc voilà, c'était plus d'abord un tennis de rue, ce qui a priori aujourd'hui n'existe plus. Je ne vois pas quelqu'un qui joue au tennis de rue aujourd'hui, mais moi j'avais fait en sorte que ça existe. Avec des potes, même on jouait sur des grands parkings. On faisait Après, de la rue, je suis passé au parking parce qu'il y avait plus d'espace. Et donc pareil, de la même façon, on se baladait avec nos tabourets, nos balais et les craies pour faire les lignes. On comptait les pas et tout ça. Et après, en club, je suis allé assez tard. Après, à Ris, j'ai pris la licence au club. Mais bon, le tennis, c'est beaucoup plus cher que le foot. Hein, donc, il fallait acheter raquette, machin, tout ça. Donc, j'avais un petit peu plus de difficultés. Et puis, après, en revanche, je m'y suis mis complètement, assez grand quand même. Hein. Je me suis mis vers 17-18 à jouer sur les vrais cours, à commencer à faire des tournois. Là, c'est devenu vraiment tous les jours. Je jouais, je ne faisais plus que ça. Mais comme on m'avait pas appris, techniquement, c'était pas super brillant. Donc j'ai fait les premiers tournois. J'ai dû être 31 à un moment, un peu jeune par là. Après, j'ai arrêté pendant super longtemps. J'ai dû arrêter de jouer pendant au moins 8 ans. Je sais même plus pourquoi. Et vers 2009-2010, donc il y a 10 ans, j'ai repris. Et là, je pense que je dois jouer au moins 5 fois par semaine. Ah ouais. Ah oui, mais quand même, ouais, ça fait un bon niveau de pratique là. Oui. Aujourd'hui, j'ai pas joué, mais demain, c'est sûr que oui. Et hier, j'ai joué, ouais, bien sûr. Avec qui tu vas jouer demain, tiens? Demain, je joue avec un pote du club, au TC16, là où je suis licencié. Avec quel joueur tu tapes la balle régulièrement, du coup, est-ce que tu tapes la balle un peu avec des on est une bande au club. C'est une bande de troisième série. Ça va de 15-1 à 15-3 et grosso modo, on joue tous entre nous et voilà quoi. Tous les jours, j'arrive à trouver des parties. De quoi? Thibaut Leroll est dedans aussi, fait partie Non, je crois que lui, il est, je crois qu'il doit être à Boulogne, non? Ouais, c'est possible. Il doit être à Boulogne. Mais je sais pas combien il est classé. Thibaut. 15-5, Thibaut. 15-5. Ah, c'est pas assez fort pour moi. 15-5, je joue pas. Ah, c'est clair, tu joues en compte, si tu perds, si tu perds des points. Quel était, selon toi, le meilleur joueur de l'histoire du tennis? C'est une question qu'on doit souvent poser, ça, mais voilà, s'il y en avait un que tu devais retenir. Et ça, comment on répond à une question pareille? Le meilleur joueur, c'est quoi? Celui qui a le plus gagné ou celui qui aurait pu le plus gagner? C'est celui qui, pour toi, représente le plus et qui a le plus marqué, justement, notre sport, le tennis, par ses victoires, par son charisme, par tout ce qu'il peut apporter dans la partie extra-tennistique vis-à-vis des médias, ce qu'il représente. Est-ce que tu as... franchement, c'est dur hein, parce que moi, j'en aime beaucoup. Je vais faire plutôt une sorte de... Tu vois, par exemple, il y a un mec que j'ai jamais cité, mais quand j'ai vu le doc sur Netflix sur Villas, j'ai adoré cette histoire. Par exemple, j'ai adoré l'histoire de ce mec-là que jeune, j'aimais pas trop, par exemple, mais son histoire est formidable. Sinon, je ferais un mix Borg, McEnroe, Federer, Nadal. D'accord. Ok. Voilà. Et au milieu, je mets Agassi. Ah, forcément, Agassi, c'était la bonne époque, ça, Agassi. Voilà. Quels sont tes 3 meilleurs souvenirs tennistiques? Oh là là. Alors, il y en a un. Je vais mettre que c'est en touriste, enfin pas en touriste, plutôt en professionnel. C'est Melbourne 2001, la finale de la Coupe Davis que je commente là-bas. Les Français étaient pas du tout favoris sur cette rencontre-là. Ouais, non, c'était un super moment à voir, à vivre, à commenter. Ça, c'était top. Lyon 91, j'ai adoré la Coupe Davis, forcément. Mon premier Roland-Garros avec les places achetées au marché noir en 86.
Le Noah Villander de 83, alors c'est un souvenir inoubliable, mais j'ai pas vu le match en direct en tout cas, parce que j'étais au tournoi de foot de Rice de la Pentecôte. Et C'est pas le moment, Daniel, d'aller au tournoi de la Pentecôte. Là, il y avait la finale de Roland-Garros, un Français qu'est-ce que tu faisais là, au ouais, tournoi, là. c'est fou, hein. C'est incroyable, hein. Il y avait du monde, il faisait super chaud, c'était le dimanche de Pentecôte. Ouais. Il y avait donc le tournoi de foot. Et avec mon équipe, en plus, je me souviens très bien il y avait 20 équipes, on avait fait 20e sur 20. Mhm. Pas Et mal. dans le stade, à un moment, les gens couraient et disaient Noah a gagné Roland-Garros, Noah a gagné Roland-Garros. Et donc, tout le monde était super content, mais tous les gens qui étaient là, en tout cas, n'avaient pas vu le match. Et moi, bah, pris par ce tournoi de foot, j'ai pas vu en direct Noah Villander, alors que j'ai vu à peu près tous les autres matchs de Noah par la suite, quoi. Donc voilà, c'est pas mal de souvenirs. Mais il y en a plein en fait, parce que j'ai quand même couvert le circuit pendant quasiment 2 ans. Donc il faudrait te citer Ivan Izevich Rafter Wimbledon 2001, c'est une finale, la finale du lundi. C'est un très grand moment. Mais la première fois que je suis entré dans Wimbledon, dans le stade, c'est un moment fantastique. Bah après, rien, quand tu découvres les grands chelems, quand tu découvres tous les tournois et que tu as la chance d'être sur place, bah, quand tu aimes le tennis, c'est fou, quoi. Rentrer à l'US Open, c'est. Non, mais plein, j'en ai trop, en fait. J'ai trop de souvenirs. Mm. La plus grosse perte en tournoi. Ma plus grosse perf? T'as Bah, gagné, t'as gagné la seconde série ou jamais? non, j'ai même pas gagné à 15 ans, j'ai gagné à 15-2. Ouais, c'est bien déjà. Donc, j'ai pas dû faire mieux que bah, voilà, mon dernier match en tournoi. Ah non, l'avant-dernier, où j'ai gagné à 15-2. Assez facile pour perdre à 15-4 le tournoi d'après. C'est un peu ridicule, mais bon, ça arrive. Et non, à 15-1, non, même à 15-1, j'ai pas gagné. À 15-1, j'ai pas gagné. J'ai accroché, mais j'ai pas gagné. À 15-2, ouais. Voilà. On sait que ça fait partie de tes passions, mais plutôt Roland-Garros ou le Tour de France. Si tu avais un choix à faire. Compliqué, celui-là. Oh non, Roland, non, mais le tennis, Non. y a rien. Pour moi, y a rien de mieux que le tennis. On va passer, Daniel, au défi. Alors, dans Vivons nos rêves, sur chaque fin d'interview, il y a un petit défi qu'on propose à chaque invité. Alors, juste pour t'informer, par exemple, Vianney, qui avait participé à une interview, est devenu licencié du club et parrain de la Libre Tennis. Fabrice Il joue Santoro, combien, Vianney? Vianney, il est 30, il est 31. Il est 31. Ah ouais. Trop faible. Mm, Trop faible. mm. Il est une tôle. Santoro, on ira jouer avec lui au Lagardère. On a reçu Bernard Gulicelli à l'Isélim chez nous pour l'inauguration de nos terrains. On recevra Cyril Hanouna si on arrive à dépasser un certain nombre de vues. On Voilà, rencontrera. si vous arrivez à recevoir, si vous arrivez à le recevoir, je vous dis bravo. Eh ben, en tout cas, ça a été convenu avec lui lundi dernier. Ah ouais? Alors, ton Ouais. défi, toi, Daniel, est-ce qu'à 25 000 vues de cette vidéo, est-ce que tu accepterais de nous aider un petit peu afin qu'on vienne parler un petit peu du projet Vivons nos rêves au cours d'un programme sport sur RMC? Est-ce que tu nous donneras un petit coup de main là-dessus? Bah, et dans quoi? Dans le podcast tennis? Ouais, Je avec leur dis de parler de Avec vous? Sarah Pitkowski, avec Sarah Pitkowski. Ouais. Ouais, Bah d'accord, dans le podcast tennis, parce qu'après dans l'after c'est compliqué, mais en tout cas on pourra y faire allusion. Ça, je pourrais y faire allusion dans l'after, ouais. ouais. Et sur Ok. un petit podcast tennis avec Sarah, si on peut parler du Ah club. bah oui, ça, y aura aucun problème, ça. Bon, bah, Ça, super. il devrait même vous recevoir, il devrait même vous recevoir sans même que je fasse 25 000 vues, hein. D'accord. Eh ben, je vais Mm. contacter Sarah. Tiens, eh ben, justement, en parlant de ça, tu as deux nommés à nous donner à la fin de l'interview pour prendre le relais de ton interview. Qui est-ce que tu choisis pour prendre le relais de ce que tu viens, voilà, d'interview que tu viens de faire avec nous? Ouais, Géraldine Maillet, vous devriez la recevoir. Tiens, c'est bizarre, je ne m'attendais pas du tout. T'as déjà fait un tournoi de double mix avec Géraldine ou pas? Jamais? Si, on a fait ça une fois, ouais. D'accord. Mm. C'est pas un très bon souvenir d'ailleurs. Bon, bah, alors, on passe. Donc, Géraldine Maillet. Bah, parce que c'était un tournoi, on avait 2 magnifiques montres à gagner et je me demande encore comment on a pu perdre ce match contre le couple de tocards qui nous a battus. C'était qui? Je reviens toujours pas. C'était en Italie et c'était dans l'académie de Riccardo Piatti. D'accord. Ok. Et on a fait ce tournoi de double qu'on doit gagner 1000 fois les yeux fermés, mais voilà, visiblement mentalement il y a eu un craquage chez ma partenaire. Eh bien, écoute.
Et ben Géraldine, on reviendra avec elle. Elle est à côté, non? Parce qu'elle elle a participé au trophée des personnalités. Elle a gagné le trophée des personnalités aussi, Géraldine, je crois. Ouais, elle fait pas assez de tournois, mais elle a un très bon niveau. Oui, elle est classée 32 maintenant, mais bah, on en discute Ah avec elle. ouais, non, mais elle joue largement 15-3, 15-2. Mais elle veut pas faire de tournoi, elle a peur de craquer psychologiquement. Je compte sur toi, Daniel, pour la contacter. Ça devrait aller. Il n'y a pas trop de soucis. Normalement, ça devrait le faire. Et deuxième nommé, alors, qui est-ce que tu nommes en deuxième? Deuxième nommé, ah bah Stephen Brun. Stephen Brun. Stephen Ok. Brun, notre pote et consultant Moscato Show, consultant basket du groupe RMC, ancien joueur professionnel de basket. Et je te dis qu'il a un niveau 3-6. Et Oui. alors, vous lui demanderez, c'est un secret, il veut pas le dire, mais je vais vous le dire. Il a 40 ans et il s'est mis en tête d'être le meilleur de sa catégorie. Il veut monter à 0. Il est pas Et loin, je hein. pense qu'il peut. Et je pense qu'il peut. C'est juste, il doit juste retrouver le niveau physique qu'il avait en tant que sportif pro. Mais au niveau tennis, il y est tous les jours. Il est très fort. Est-ce Bah, il est monté 3-6 il est monté de 15 C'est à. une fake news. Ouais. Non, mais c'est une fake news, excusez-moi. C'est une Ouais, fake Géraldine. news. En fait, quand on a fait le double ensemble, Ouais. normalement, c'est censé être le meilleur joueur qui élève le niveau de jeu général. Et visiblement, Daniel a été complètement défaillant. Voilà. Donc, Géraldine, Géraldine, tu iras jouer avec Cyril, du coup. Tu feras un petit double avec Cyril en double mix. Ça peut passer aussi. Non. Elle est partie. Elle est partie. Ouais, elle est partie. Bah, ouais, vous avez à vous de choisir si vous voulez la recevoir. Mais Stephen Brun, je le cite, ouais. D'accord, Voilà. ok. Est-ce que tu as Vous aurez un bon client. Est-ce que tu as un petit mot à faire passer à tous nos licenciés de la Libre Tennis avant qu'on termine cette. Ah bah rien, un petit mot, c'est simple. Je les embrasse et qu'ils continuent surtout ce sport magnifique et qu'ils ne s'énervent pas trop sur le court parce que forcément, quand on joue au tennis, on s'énerve. Sinon, ça vaut pas. Une petite pensée pour Benoît Paire, du coup, avec l'énervement du tennis. Voilà. On te remercie énormément, Daniel, pour le temps que tu nous as accordé. C'était un véritable privilège de pouvoir discuter un petit peu avec toi de tennis et football. Un grand merci, Valentin, aussi. Tu es le premier intervenant dans Vivons nos rêves avec nous, avec moi d'ailleurs. Donc, je te remercie d'avoir parlé foot et d'avoir fait partager ta passion avec Daniel. T'as un petit mot à rajouter, Val? Eh bien, merci infiniment, Daniel, du temps que tu nous as accordé. Continue de nous régaler pendant de très, très, très nombreuses années sur l'after. Et puis, voilà. Une petite bise à Jérôme qui n'a pas répondu, hélas. Ah non, ça, avec lui, vous aurez du mal. Hein, et même si j'interviens, vous aurez du mal. Il est très difficile à toucher. Oui, mais je vais lui en parler. Je vais lui en parler. Il faut peut-être que je répète 4 fois à quel point je lui mets une tôle quand on joue ensemble pour que ça le motive à venir vous répondre. Mais bien sûr. Piquer son ego. Voilà, il réagit qu'à ça. Voilà. En tout cas, merci. Bon, allez, bon après-midi, les amis. Bonne soirée à vous. Merci à toi, Daniel. Agréable soirée à toi. Merci à toi. Ciao. Salut. Ciao.